Et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième webconférence interassociative sur le thème des maladies hématologiques et du Covid-19. Voilà, c'est la troisième et dernière webconférence que nous allons mener sur ce sujet-là. Cette webconférence, comme d'habitude, va vous permettre d'interagir avec les différents intervenants et vous allez voir, ils sont nombreux et comme tous les soirs, extrêmement motivés. Et j'en profite pour les remercier de s'être rendus disponibles. Voilà, les aspects techniques, eh bien, pour beaucoup d'entre vous, vous les maîtrisez déjà puisque vous utilisez le chat. Alors, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent ce soir, vous utilisez, s'il vous plaît, donc l'onglet chat pour des avis personnels, mais aussi, comme vous le faites, pour nous saluer et nous dire, eh bien, d'où vous nous appelez. C'est vraiment formidable de voir que chacune des régions est ainsi représentée. Un grand merci à vous pour votre fidélité. L'autre volet qui est à droite du chat et sur lequel vous voyez un point rouge, c'est le volet des questions. Et nous vous demanderons, s'il vous plaît, de respecter la règle du jeu suivante, c'est-à-dire eh bien, de poser vos questions strictement, s'il vous plaît, dans l'onglet questions. Questions, bien évidemment, à adresser aux intervenants. Et vous avez été très nombreux, nous vous en remercions à nouveau, à nous adresser des questions préalables à cette webconférence. Sans plus tarder, je passe la parole à Christian Pupinck qui va se présenter et introduire les débats. Christian, c'est à toi. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour cette troisième conférence que nous allons aborder ensemble. En effet, depuis 3 semaines, chacun d'entre nous s'interroge face à la brutale irruption du virus qui bouscule nos vies, nos organisations, nos institutions. Comment vivre? Comment vivre? Eh bien, cela s'exprime par des mots différents et nous avons voulu, au cours de ces différentes séances, répondre à la diversité des très nombreuses questions qui nous ont été soumises et des situations que chacun d'entre nous vit. Alors aujourd'hui, pour cette dernière séance, c'est de l'avenir dont il s'agit. Comment vivre? Comment vivre le confinement qui se prolonge et dont il faudra bien sortir un jour? Avec quelle garantie pour soi, pour chacun d'entre nous, pour les proches, pour savoir comment s'organiser pour le futur et avec quelle garantie pour chacun d'entre nous. Voilà. Alors, pour cette dernière séance, je remercie très fort Karen Krutter, que vous avez déjà pu apprécier la dernière fois, Dominique Théry, qui est juriste en santé et qui a dû interrompre assez rapidement la dernière séance vu le temps que nous avons consacré aux questions qui nous avaient été posées. Et puis, bien sûr, Margaret Macro et Sylvain Choquet, qui sont, je dirais, des précieux intervenants, puisque c'est toute la partie médicale, et vous verrez qu'elle est très, très élaborée cette fois-ci. Donc, à tous, merci, sans oublier, bien sûr, Alexis Talbot, qui est dans la soute, que vous ne voyez pas, mais qui passe son temps à répondre à vos questions et qui nous est d'un précieux concours pour cette séance. Donc, à tous, merci, et puis bienvenue pour cette troisième séance qui, j'espère, apportera le plus de réponses à vos questions qui, je suis sûr, vous permettront de mieux vivre et de préparer l'avenir et comment vivre plus ou moins tranquillement avec ce virus et sa maladie. Bonne soirée. Écoutez, je vais enchaîner tout de suite. Bonsoir à tous. Très heureuse de retrouver ceux avec qui j'avais déjà échangé la dernière fois et bienvenue aux autres. Pour continuer un petit peu ce questionnement, cette réflexion sur le vécu qu'on peut avoir de cette période exceptionnelle et qui nous bouscule énormément. Alors là, on vient sur que fait-on face à ce confinement qui dure. Effectivement, on est à plus de 15 jours de confinement. C'est parti pour durer et même on nous parle aujourd'hui d'un déconfinement progressif. Donc effectivement, ça va même risquer de s'étendre sur un temps relativement long. Comme on avait évoqué la dernière fois, pour ceux en tout cas qui étaient là, cette épreuve nous a énormément déstabilisés
surtout parce qu'elle vient renforcer des difficultés qu'on a déjà avec la maladie, hein, contre laquelle on se bat et pour laquelle on est suivi. D'abord parce que ce contexte, ce climat du coronavirus renforce nos angoisses, hein, bien sûr, avec des questions tout à fait légitimes au niveau médical, au niveau financier, au niveau des droits. Et d'ailleurs, vous aurez encore des réponses extrêmement éclairantes et rassurantes ce soir, hein, qui pourront vous donner un peu plus de contrôle et de compréhension de la situation. Mais cette situation exceptionnelle, elle vient renforcer aussi des sentiments qui sont déjà difficiles à vivre pour nous qui sommes malades ou qui sommes proches de malades. Par exemple, le sentiment d'incertitude, vivre avec l'incertitude. Évidemment, le climat actuel vient renforcer ce sentiment. La perception de sa vulnérabilité, hein, on se sent vulnérable et dans ce climat du coronavirus, on se sent encore plus vulnérable. Donc, ça vient renforcer cette difficulté. Mais aussi le sentiment de perte de contrôle. Avec cette maladie, il a fallu qu'on se mette entre les mains des professionnels de santé. On ne comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants du projet qu'on a choisi pour nous sortir de cette affaire. Et aujourd'hui, cette perte de contrôle, elle est aussi extrêmement renforcée. Alors, dans le cadre du prolongement de cette période compliquée, moi, il y a quelques points comme ça, quelques mots-clés qui me sont venus et que j'avais envie d'aborder rapidement avec vous de manière un petit peu rapide et caricaturale. Vous m'excuserez, on a assez peu de temps. D'abord, gérer sa course, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenir un cadre favorable, très important pour mieux vivre cette période. Soigner les relations. Hein, j'ai vu dans les questions qui sont remontées que c'était très important pour vous, l'aspect relationnel, évidemment, dans cette période de confinement. Essayer d'aller le mieux possible. Je ne dis pas forcément aller bien, hein, parce que ça, ce n'est pas forcément toujours atteignable, mais aller le mieux possible. Et surtout, peut-être, changer de regard un petit peu sur la situation pour la vivre différemment. Hein, là, c'est des choses que j'avais envie de voir avec vous aussi. Alors, gérer la course, ça veut dire quoi? On a déjà évoqué des choses la dernière fois. D'abord, ne pas trop se projeter dans l'avenir. Hein, parce qu'effectivement, dès qu'on a une date en tête et qu'on se dit à partir de là, on va sortir du confinement, on devient beaucoup plus impatient. Et ça, gérer l'impatience, c'est extrêmement important dans des périodes comme celle-ci. Donc, il vaut mieux vivre au jour le jour, facile à dire, hein, ça je vous l'accorde, mais il vaut mieux vivre au jour le jour que se projeter dans l'avenir, parce que là, ça rend effectivement le temps encore plus difficile à gérer. Ça veut dire aussi anticiper, gérer sa course, anticiper le réapprovisionnement des courses et des médicaments. Comme je vous disais, c'est souvent 15 jours à l'avance pour se faire livrer. Donc, il faut vraiment être toujours en avance, hein, sinon on est débordé et ça accentue ce sentiment de perte de contrôle. Surtout, faciliter les choses, simplifier les choses. On est dans une période exceptionnelle. Je vais vous donner des exemples tout bêtes que j'entends de la part de mes patients. C'est peut-être pas la peine de repasser les housses de couette, par exemple. Hein. Peut-être qu'on peut faire une purée mousseline aux enfants et pas la purée maison tous les jours. Quand on doit gérer l'intendance, quand on est sollicité pour gérer ce quotidien, en plus de gérer la maladie, les inquiétudes, les traitements, etc., ça fait beaucoup. Donc, simplifiez, soyez moins exigeants, essayez d'aller à l'essentiel pour les choses du quotidien. Ce qui est important aussi, et vous le faites remonter souvent, les repères, la routine, les rituels. Ça aussi, ça nous aide. Donc, gardez votre rythme, essayez de garder le rythme, de pas trop vous décaler, de refaire les choses à la même heure, ça va vous aider. Limitez et partagez les contraintes, le moins de contraintes possible. On en a beaucoup, mais celles qui ne sont pas essentielles, on les élimine. Et puis surtout, étalez les choses, gardez-en pour chaque jour, les tâches, les séries, la lecture, le tri de vos photos, etc. Essayez de lisser les tâches pour que vous ayez une continuité jour après jour. Alors, ensuite, environnement favorable. Favorisez cet environnement favorable. Moi, je vais vous donner 2 indications sur 2 niveaux qui sont extrêmement importants et qui vont avoir une forte influence sur votre vécu de la situation. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Ça veut dire quoi? Conservez la fonction des espaces. Ne les envahissez pas. Il faut que ces espaces, il faut qu'il y ait au moins un espace qui reste en ordre, qui ressemble à d'habitude, qui ne soit pas complètement confus et envahi. Ce que vous voyez, c'est quelque chose qui doit être rassurant, qui doit préserver vos repères, qui doit vous apaiser. Donc, surtout, ne surchargez pas les lieux, ne soyez pas trop dans la confusion. Essayez de garder des lieux qui soient préservés. La gestion de l'information, ne soyons pas envahis par l'information. Un environnement favorable, c'est une information choisie. 1 ou 2 fois par jour, on voit un petit peu les informations, le reste du temps, on ne les écoute pas toute la journée. Donc, favoriser un climat serein, hein. Mais il y a aussi ce qu'on va entendre, c'est-à-dire dans quel environnement on va vivre. Le silence est important, une musique éventuellement apaisante, ne pas multiplier les stimuli, la télévision, plus l'ordinateur, plus la console, plus le cours de violon,
ça fait trop pour tout le monde. Donc, faites attention de ne pas multiplier les stimuli. Quand vous commencez quelque chose, arrêtez le reste. Quand il y a du bruit qui se manifeste, limitez le reste, hein, ou changez de pièce. Hein. Ça, c'est très important. Ayez un espace refuge. Chacun d'entre nous doit avoir un espace refuge, sinon c'est absolument ingérable. Et parfois, l'espace refuge, c'est dehors, sur le balcon, dans le jardin, dans la rue, 15 minutes, aller marcher, sans être sollicité et sans faire autre chose que se ressourcer, se recentrer. Hein. Le refuge, c'est important. Savoir débrancher, avoir un contact avec la nature et favoriser la lumière. Quand vous faites des activités, rapprochez-vous de la lumière du jour. Hein. C'est quelque chose aussi qui améliorera votre confort et votre vécu. Soigner les relations, ça veut dire quoi? Gérer les espaces et les temps, les partager. C'est avoir une communication assertive, je vous en avais déjà parlé. Ne pas faire de reproches, ne pas être agressif. Se sentir agacé, c'est normal, d'accord, dans une situation de confinement. Mais il faut essayer de contrôler, de ne pas communiquer dans le moment où on est débordé par l'agacement parce que ça va produire de la tension. Contacter les associations, les psychologues, un ami, si psychologiquement ça devient difficile, c'est pas forcément nécessaire de le décharger auprès de nos proches qui eux-mêmes sont en difficulté. On est là encore dans des circonstances exceptionnelles. Essayez d'alléger la charge mentale, hein, c'est important, même si on a besoin de s'exprimer. S'il y a des tensions entre nous, c'est normal, mais il faut, j'allais dire, assurer le service minimum, rassurer sur le lien. C'est pas se faire la tête pendant des jours, ça fait souffrir. On se sent abandonné, on est déjà stressé, c'est pas la peine. Donc évidemment, on peut moins se parler parce que c'est compliqué, mais le petit geste, le petit sourire, la petite attention parce qu'on a fait chauffer quelque chose, qu'on a apporté un café, etc. Le service minimum qui dit à l'autre, je pense à toi, je t'aime, mais c'est compliqué. Voilà, parce que ça peut quand même limiter la souffrance qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Et puis, effectivement, c'est pas forcément un bon moment, cette période de crise, pour décider des choses importantes pour la famille, pour le couple, pour soi-même, ou pour régler des problèmes. Essayez de mettre en suspens. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont suspendues en ce moment. C'est pas le moment de prendre de graves décisions parce que je peux vous dire qu'on est tous un petit peu dans un état psychique exceptionnel aussi. Hein, donc, faites attention à ça. Et puis, s'il y a une crise qui advient, relationnellement, j'ai beaucoup de patients qui me décrivent des situations de crise. Essayez de sortir, essayez de prendre de la distance et si jamais c'est très compliqué, allez confiner ailleurs. Éventuellement, ça peut être un cas de force majeure. On ne va pas dégrader des liens parce que ça devient trop compliqué. Ça peut être une raison aussi de peut-être changer d'endroit, de voir les choses autrement. Alors, allez le mieux possible pour soi-même maintenant qu'on essaie de soigner les relations. Et je parle aussi pour les gens qui sont seuls. Hein, soigner les relations, c'est aussi les relations à distance. Communiquer avec les autres, c'est important, mais pas tout le temps. Hein. Donc ça, effectivement, ça aussi, il ne faut pas non plus être envahi par la communication. Aller le mieux possible, ça veut dire quoi? Je dirais à deux niveaux. Physiquement et psychologiquement, c'est essentiel de prendre soin de soi. Physiquement, c'est une activité physique tous les jours un petit peu, c'est très important. On évoque des choses, hein, il y a des tutos qui existent, ça peut être un peu de danse sur un ou deux morceaux qui vous plaisent, ça peut être un petit peu de marche, de l'activité tous les jours, de l'activité pour se relaxer, de la relaxation, du yoga, ça peut être bienvenu. Hein. Le sommeil, c'est important, essayez de le préserver. Et au niveau psychologique, essayez d'aller le mieux possible, ça veut dire quoi? Quand on a de la frustration, la meilleure façon de la régler, c'est se faire plaisir. Se faire plaisir un petit peu tous les jours, ça va nous faire du bien. Quand on est angoissé, le travail manuel, c'est beaucoup plus intéressant que de ruminer. Donc, faites quelque chose de manuel, hein, qui va vous permettre finalement de moins ruminer, par exemple. Ça marche bien. Comme je vous disais, chercher du soutien et de l'écoute auprès des associations, par exemple, ou de certains professionnels de santé, ça peut être aidant. Et pourquoi pas, voyez avec votre médecin, pourquoi pas un petit anxiolytique temporairement ou à un moment particulièrement difficile. Il ne faut pas en avoir peur non plus. C'est une situation exceptionnelle. Donc, c'est important d'éventuellement de pouvoir en bénéficier si on en a besoin. Et puis, pour terminer, le point que je voulais aborder avec vous de manière plus globale, pour mieux vivre ce confinement qui dure, souvent, ça passe aussi par changer de regard. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être en sécurité, par exemple? Nous, on se sent parfois débordé par l'angoisse et pourtant, on est chez nous. On n'a pas de contact, on respecte les mesures barrières, on a des professionnels de santé qui sont là, qui font des choix, soit éventuellement différer des traitements, soit éventuellement les suspendre, soit éventuellement les maintenir, mais ils sont là pour faire des choix éclairés et nous mettre en sécurité au maximum. Il faut bien savoir que entre les angoisses qu'on ressent et le risque ou l'insécurité réelle, il y a un écart important. Hein. Donc, essayons de bien savoir où se situe la sécurité et se rendre compte qu'on est en sécurité quand on l'est.
Moi, je dirais d'une certaine manière, comparer sa situation à celle des autres, parfois ça permet de relativiser. Et notamment quand je pense à une émission à un moment donné où Vis ta vie, je crois que ça s'appelait, où on devait vivre la vie de quelqu'un d'autre. Moi, parfois, je me dis, bon, là, c'est difficile. Alors, vis une semaine la vie d'une infirmière dans un CHU. Et là, je me dis, oui, effectivement, c'est quand même pas mal. Je suis tout seul, je me sens un petit peu isolée, je manque de vie sociale. Vis ma vie une semaine dans une famille de 5 personnes, dans 60 mètres carrés, sans jardin, avec 3 enfants en âge scolaire. Je vous assure que ça, c'est pas évident non plus. Donc, évidemment, nos situations sont compliquées, mais avoir une vision globale, ça nous permet aussi de voir en quoi ces situations, elles sont difficiles, mais elles ont aussi des avantages. Aucune n'est parfaite. Hein. C'est ça que je voulais vous dire. Et puis, plutôt que d'être dans une logique de contrainte, une fois, quand on évolue un petit peu, on peut mieux accepter ce confinement et cette situation qui est difficile et exceptionnelle parce qu'on a compris la nécessité. Mais au-delà de la nécessité, ce qui peut nous faire avancer encore plus, c'est de se rendre compte que ça peut être aussi une opportunité. Voilà. Alors, ça peut parfois difficile à appréhender cette notion, mais pour certains, vous avez déjà compris que ça pouvait être, à certains niveaux, une opportunité de faire des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire ou qu'on n'avait pas le temps de faire, de prendre du temps pour soi, de partager avec ses proches, etc., etc. Donc, il peut y avoir des choses qui sont des opportunités et c'est bien d'essayer de les voir. Pour conclure, avant de prendre des questions, moi, je dirais, bien sûr, on se sent vulnérable, mais comme je l'ai dit la dernière fois, et c'est très important, les adaptations passées que vous avez été capable de mobiliser sont les outils d'aujourd'hui. En ayant eu une annonce de diagnostic de cancer, en ayant dû vous adapter, en ayant réussi à trouver votre équilibre, vous avez déployé des compétences. Ces compétences, on ne les perd jamais et elles nous servent pour les crises suivantes. Donc, il faut savoir que même plus que la population générale, si vous avez été malade, vous avez des outils à votre disposition pour mieux gérer ce confinement. Et pour terminer, puisqu'il y avait une métaphore d'un navigateur qui parlait de ce confinement, qui lui rappelait son tour du monde en solitaire, moi, j'aurais envie de vous dire que le phare dans la nuit en ce moment, ça ne doit pas être, pour qu'on se sente le mieux possible, ce phare dans la nuit en ce moment, ça ne doit pas être la sortie du confinement, mais la qualité de vie au quotidien. C'est le jour qui vient, c'est ce jour-là qui doit nous fournir un maximum de bien-être et d'équilibre. Donc, ce phare, c'est celui-là, c'est celui d'aujourd'hui, ce n'est pas la sortie du confinement. Et essayer de changer cette perspective, ça nous permet aussi d'avoir un vécu plus favorable. Voilà un petit peu rapidement les choses que j'avais envie d'évoquer avec vous. Est-ce qu'il y a des questions qu'on veut me faire remonter? Avec grand plaisir. Voici quelques questions. Alors, une que je vais prendre, mais qui traduit la pensée d'un certain nombre de personnes. Voilà, si l'un de nous, là, les autres sont exposés. Alors que ce soit, bien évidemment, bien sûr, ses proches. Qu'est-ce que, Karen, tu peux nous dire par rapport à cela et la vulnérabilité et l'angoisse que ça peut créer? Bien sûr. L'angoisse et le sentiment de vulnérabilité, il est pour nous, mais il est aussi pour les autres, à la fois ceux avec lesquels on vit, mais aussi ceux qui sont loin de nous et qui sont nos proches. Donc, je vais vous dire, d'une certaine manière, il n'y a pas de solution à ça. C'est-à-dire qu'on soit inquiet pour les autres, qu'on aime pour nos proches, etc., et même plus largement pour l'humanité en ce moment, hein, si j'ose dire, c'est légitime hein, qu'on soit inquiet. Maintenant, faites confiance aux professionnels de santé. On ne peut pas tout contrôler. Le lâcher-prise, c'est important. On fait tout, nous, à notre niveau, on fait tout pour essayer de se préserver, on fait tout pour essayer de préserver les autres. Le 100% n'existe pas. Hein. On essaie de mettre en place des moyens. Mais on n'est pas le dernier bastion, d'accord? On n'est pas le dernier bastion. Il y a des professionnels en face de nous. Si la situation, à un moment donné, se complique, et on peut être atteint effectivement du coronavirus et nos proches peuvent être atteints et certains vont être atteints. Et heureusement, la plupart d'entre nous, on s'en sortira sans aucune difficulté, hein, avec des symptômes plus ou moins importants. Mais quoi qu'il arrive, il y a ce que nous, on peut mettre en place. Et au-delà de nous, c'est la confiance qu'on doit faire en la capacité des professionnels qui nous accompagnent et qui ont pour répondre aussi éventuellement aux situations qui nous échapperaient. Mais évidemment que cette inquiétude, elle est légitime et qu'on ne peut pas l'éviter. Merci beaucoup pour cette réponse. Et puis, il y a aussi quelque chose qui revient, puisque beaucoup ont vécu des situations difficiles. Il y a une sorte d'effet de seuil. Est-ce que c'est une notion qui relate quelque chose qui fait écho ou pas? Si vous voulez, c'est vrai.
il y a plusieurs façons en fait de vivre un événement par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Soit effectivement on peut avoir une avec assez traumatique, c'est-à-dire ça réactive des angoisses, des difficultés qu'on a connues précédemment. C'est vrai d'ailleurs par rapport à l'annonce d'un diagnostic, par rapport à l'angoisse de mort, par exemple, quand on nous annonce un diagnostic d'une maladie potentiellement létale, et aujourd'hui le virus peut réactiver cette angoisse. C'est vrai aussi pour l'incertitude, vivre avec l'incertitude, ça peut être un traumatisme de nouveau de se replonger dans cette sensation. Donc oui, quelque part, on peut avoir un effet cumulatif. Mais par contre, quand je vous parle de compétences, c'est que ça aussi, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une vulnérabilité psychique et physique liée à cet événement, mais on a aussi des compétences. Et c'est en ça qu'il y a une certaine manière de réussir à mobiliser, et c'est un peu ce qu'on fait dans l'accompagnement, c'est de permettre aux personnes de mobiliser ce qui les a déjà aidés à dépasser l'épreuve, parce qu'ils sont encore capables de le faire. Mais oui, d'une certaine manière, on est à la fois plus vulnérable, mais aussi plus compétent quand on a vécu ou qu'on vit l'épreuve de la maladie. Alors, il y a d'autres questions qui nous viennent notamment de Michael et d'autres qui ont lien entré à la confiance et probablement aussi à d'autres notions comme dans un contexte de surinformation, qui croire et surtout comment se protéger de tout cela. Comme je vous l'ai expliqué, l'information, il ne faut pas la subir, il faut la choisir. Tout ce qui se fait en ce moment en information continue dans les médias, etc., ça n'a aucun intérêt. En termes d'information, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire vous pouvez les retrouver dans la presse écrite, vous pouvez trouver des synthèses quelque part, etc. Et en plus, c'est traité de manière très dramatisée, sur des cas individuels, sur des choses, etc. C'est leur fonds de commerce. Ça n'a aucun intérêt, sauf éventuellement de se sentir faire partie d'une communauté, mais il vaut mieux partager des trucs sympathiques sur un réseau ou aller applaudir dehors les soignants que de partager ce flux d'informations anxiogènes. Donc, en fait, allez vers des informations fiables, vers vos professionnels de santé, vers les informations officielles, parce qu'en plus, on a tendance à aller vers les informations quand on est angoissé, on va vers ce qui nous angoisse plus. Quand on est déprimé, on va vers ce qui nous déprime plus. Donc, en plus, il ne faut pas trop se faire confiance à soi-même pour trouver la bonne information. Il vaut mieux effectivement aller vers vos professionnels et vers des informations validées et pas trop nombreuses sur des choses essentielles, sur des choses précises. Et je vous dis 1 ou 2 fois par jour, vous renseignez de ce qui est en train de se passer et d'éventuellement des nouvelles dispositions qui sont prises. Voilà, qui est très clair. Peut-être une dernière question de portée, je dirais, plus large par rapport aux émotions et puis aussi par rapport à la manière de cultiver, certains utilisent ce thème, de cultiver des émotions positives. Comment est-ce qu'on fait pour cultiver des émotions positives ? Alors, pour cultiver des émotions positives, d'abord, l'environnement, les conditions dans lesquelles on est, c'est essentiel. C'est d'abord se mettre dans les conditions de pouvoir les cultiver, les ressentir et les cultiver. Pour retrouver chacun, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sources d'émotions positives, même si bon, il y a un certain nombre de choses, le chant des oiseaux, le chocolat, tout ça qui est assez largement partagé. Mais effectivement, c'est de rechercher qu'est-ce qui nous fait du bien à nous. Alors, ça peut être dans le passé, tiens, quand je me balade dans la forêt, ça me fait du bien, ça me soulage, ça me crée une émotion positive. Bon, alors, je vais aller sur mon balcon 15 minutes, je vais observer les quelques arbres que j'ai à ma disposition, tranquillement, sans rien faire d'autre, et ça va m'apaiser. J'ai remarqué que cuisiner, ça me détendait. Ah bah, je vais cuisiner. Alors là, d'un seul coup, je me suis rendu compte que faire un jeu de société avec mes enfants, je m'étais sentie bien, ça m'avait détendu, je vais reproduire. C'est-à-dire que chacun doit retrouver le fil des contextes et des émotions favorables et essayer de les reproduire ou de reproduire les conditions qui les favorisent. Mais ça, je dirais que c'est quelque chose d'assez personnel, en fait, dans notre histoire et dans nos perceptions. Parfait. Avant l'intervention de Dominique, Thierry, que nous sommes en train de joindre, peut-être un dernier aspect par rapport à différentes techniques. Alors, je ne sais pas si la notion de technique est appropriée si on parle de méditation ou d'autres types de modes de relaxation d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ah bah oui, tout à fait, non, bien sûr. Alors oui, c'est technique, il y a une dimension technique. Toutes les méthodes qui vont vous permettre de vous recentrer, de vous apaiser. Alors ça peut être le yoga, ça peut être effectivement la méditation. Alors il y a en plus des pratiques de méditation qui sont plus accessibles, qui sont plus simples. On n'est pas obligé de faire des choses très compliquées.
la sophrologie. Il y en a qui ont déjà, d'ailleurs, qui sont déjà initiés, qui se sont déjà intéressés, qui pendant la maladie ont pu être initiés. Évidemment, ces outils-là sont très utiles pour vivre ce confinement et gérer la charge émotionnelle, on va dire négative, qu'on ressent légitimement dans cette période. Pour parler de méditation, je vous donnais l'exemple de l'arbre 15 minutes tout à l'heure. La méditation en pleine conscience, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'avoir suivi beaucoup de cours. Si vous restez 10 à 15 minutes à observer quelque chose attentivement, juste observer, un oiseau sur une branche, un arbre, un dessin, une peinture. Si vous passez 15 minutes à observer simplement quelque chose, mais de manière extrêmement détaillée, beaucoup plus que vous le feriez d'habitude, vous allez souvent ressentir un apaisement, parce qu'effectivement, cette concentration va vous détourner en fait de la charge émotionnelle envahissante et va permettre au cerveau de reprendre le contrôle des choses. Donc, ça peut être des choses très simples. Mais bien sûr, c'est très bien, c'est à favoriser toutes ces approches-là. Parfait. Alors, comme nous avons des difficultés à joindre Dominique Thierry, qui doit aborder les aspects administratifs et sociaux, je vais demander s'il leur est possible à Sylvain Choquet. Voici Dominique. Oh, alors là, c'est absolument magnifique. Je dis merci et bravo. La voilà qui intervient au moment où j'allais saluer et remercier une fois de plus Karen Kreuter pour nous aider, chacun d'entre nous et nos proches, à passer ces moments tout à fait difficiles. Karen, un grand merci. Je sais que tu as d'autres interventions à venir et en particulier pour t'occuper de tes patients. Oui, j'ai encore des consultations. Donc, voilà. Merci, bonsoir à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt, Karen. Et donc, je passe tout de suite la parole à Dominique Thierry, qui nous a fait l'amabilité de revenir pour aborder des questions sociales et administratives. J'en profite pour dire que toutes les webconférences sont disponibles en replay, donc en différé. Dominique Thierry a déjà abordé des sujets de cette nature, mais nous avons eu beaucoup de questions entre-temps et c'est pour ça qu'elle a accepté de revenir pour répondre aux différentes questions qui se sont posées en amont de cette conférence. Dominique, c'est à vous. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir à nouveau. Donc, il y a eu de nouveau des questions concernant l'arrêt de travail simplifié. Donc, oui, je comprends que c'est un petit peu difficile de vous y retrouver pour vous parce qu'effectivement, je constate qu'il y a un mélange entre le fait d'être… si vous voulez, l'arrêt de travail simplifié, il est à destination, dans votre cas, des personnes qui vont effectivement être soit en traitement pour leur cancer, pour leur hémopathie, soit en immunodépression. Le simple fait d'être en affection de longue durée n'ouvre pas nécessairement la possibilité d'être en arrêt de travail simplifié. De plus, si vous n'étiez pas en arrêt de travail, que vous aviez repris, que vous étiez en train de travailler là actuellement, effectivement, il n'y a pas nécessairement lieu d'avoir cet arrêt de travail simplifié si votre employeur peut vous proposer du télétravail. Donc, l'arrêt de travail simplifié, il y a 3 conditions, enfin la première condition, c'est que effectivement on n'ait pas la possibilité de travailler en télétravail, et deuxièmement qu'on soit en traitement pour un cancer, dans votre cas, soit immunodéprimé. Alors je comprends très bien que là c'est très compliqué de déterminer pour vous tout seul si oui ou non vous êtes immunodéprimé. Donc moi je renvoie systématiquement vers les médecins traitants ou les oncologues ou les hématologues afin de vérifier ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que si effectivement, vous utilisez cette procédure d'arrêt de travail simplifié et que la sécurité sociale se rend compte que éventuellement vous correspondez peut-être pas tout à fait, normalement, ils doivent vous contacter pour valider avec vous si oui ou non vous y avez droit. Mais pour éviter tout souci, vraiment, si vous avez un doute par rapport au fait que vous soyez immunodéprimé, à risque, eh bien, demandez à votre médecin traitant ou à votre hématologue ou oncologue. Il faut savoir qu'eux ont également la possibilité de vous proposer un arrêt de travail classique. Donc, cet arrêt de travail simplifié, c'est pour ceux qui ne peuvent pas avoir de télétravail et qui donc correspondent effectivement, qui sont en affection de longue durée, mais soit
avec un traitement en cours ou en immunodépression. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Donc, je propose de passer à la dia suivante. Donc, dans mon travail, je suis en contact avec des personnes. Mon employeur ne m'a pas fourni de masque et j'ai très peur d'être contaminée. Que puis-je faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fonction du travail que vous faites et de la mise en place des mesures barrières par votre employeur, dans le respect des consignes qu'il a eues du gouvernement, vous pouvez éventuellement faire un droit de retrait. C'est-à-dire que si votre employeur devait vous fournir un masque et qu'il ne vous en fournit pas, effectivement, vous pouvez demander un droit de retrait. Ce droit de retrait est possible à partir du moment où vous considérez que vous êtes à risque immédiat de danger pour votre vie ou pour votre santé, ou si vous constatez, par exemple, pour les personnes qui sont caissiers, qui sont censés être derrière un plexiglas, par exemple, et qui constatent qu'il y a une déficience au niveau de ce plexiglas, eh bien, ils vont pouvoir également demander le droit de retrait par rapport à la déficience du matériel utilisé. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est demander un droit de retrait. Pendant le droit de retrait, vous n'avez pas de perte de salaire. Par contre, vous devez rester à disposition de votre employeur qui peut décider à ce moment-là de vous mettre sur un autre poste de travail. Et dès que les conditions de travail sont de nouveau cohérentes avec les exigences du gouvernement en termes de gestes barrières, vous allez devoir reprendre votre poste. La question suivante, c'est « Je suis à risque très élevé et dans son travail, mon mari est en contact avec des publics. Comme actuellement, il n'y a pas de possibilité d'arrêt de travail pour les proches, je voudrais savoir s'il y a une autre possibilité afin qu'ils puissent s'arrêter. » Eh bien, là, vous pouvez éventuellement solliciter votre mari, en tout cas, pourra éventuellement solliciter un congé de proche aidant. À savoir, ce congé n'est effectivement pas, aujourd'hui, n'est pas indemnisé. Néanmoins, il faut vérifier dans son entreprise s'il y a eu mise en place du don de jours de congé et de RTT, qui peut permettre alors de poser ce congé de proche aidant tout en ayant le maintien de son salaire. Donc, c'est une voie à explorer que je vous recommande si vous vous retrouvez dans une situation extrêmement compliquée où l'angoisse par rapport au fait que votre conjoint ou qu'un de vos proches qui vit avec vous dans votre foyer soit en contact avec des publics potentiellement contaminants et qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un arrêt pour lui-même, pour une raison valide au niveau de la sécurité sociale. Ce qu'il faut savoir à ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, des associations, dont France Asso Santé, se sont saisies de cette question et qu'ils demandent qu'il soit étendu la possibilité d'avoir un arrêt de travail de la même manière que les arrêts simplifiés dont vous pouvez bénéficier si vous ne pouvez pas avoir de télétravail, si vous êtes en traitement ou si vous êtes immunodéprimé, aux aidants. Donc, mais actuellement, il n'y a pas de décision dans ce sens. Voilà, donc n'hésitez pas, rapprochez-vous des services ressources humaines ou de votre manager afin de l'interroger sur la possibilité d'obtenir un congé de proche aidant avec une indemnisation en termes de don de jours de congé et de RTT. Ensuite, j'ai une dernière question. Je suis soignant atteint d'un myélome. Est-il possible de continuer d'aller travailler dans les hôpitaux avec le risque que nous connaissons à notre statut? Je dirais que pour moi, ça me semble un peu compliqué aujourd'hui de continuer à travailler dans les hôpitaux étant donné que vous êtes déjà à risque élevé, a priori, parce que vous me dites « je suis atteint d'un myélome », donc j'imagine que c'est en traitement. Ça me paraît un petit peu compliqué, ou alors, en tout cas, ce que je vous conseillerais, c'est de vous rapprocher du médecin de prévention, si c'est un hôpital public, et du médecin du travail, si c'est un hôpital privé ou une clinique privée, afin d'identifier avec lui si effectivement continuer à travailler dans la situation actuelle ne met pas votre danger à risque. Si c'est le cas, normalement, il faudrait qu'on vous propose une adaptation de votre travail, voire un arrêt de travail maladie dans le cadre des arrêts qu'on a vus précédemment. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, les questions, en fait, sur les proches et la possibilité d'arrêter d'un arrêt de travail pour les proches. Un certain nombre de questions reviennent sur ce sujet-là qui a été déjà évoqué préalablement, mais je crois que ça concerne
beaucoup de monde. Oui, alors si vous voulez, l'arrêt de travail, il est prescrit, de manière classique, l'arrêt de travail, il est prescrit si votre état de santé nécessite un arrêt de travail. Donc, on assiste parfois à des situations où, effectivement, le proche de quelqu'un qui est atteint d'un cancer ou d'une hémopathie n'est pas bien lui-même parce qu'il est très angoissé, il est très stressé, voire il peut également être déprimé. Et dans ce cas-là, son propre statut, son propre état de santé va justifier un arrêt de travail. Mais comme je le disais précédemment, voilà, ça c'est selon sa situation de santé à lui. Et là, on est dans les arrêts de travail tout à fait classiques. Ce que les associations sont en train de défendre aujourd'hui, c'est d'inciter le gouvernement à autoriser, à produire une mesure qui permettrait effectivement aux proches aidants qui vit avec la personne à risque élevé, de pouvoir bénéficier d'un arrêt de travail simplifié lui aussi, comme ceux qu'on voit attribués pour les parents qui sont obligés de rester, pour le parent qui est obligé de rester à la maison pour s'occuper de son enfant et qui peut là aussi bénéficier d'un arrêt de travail simplifié qui peut aller de 1 à 21 jours et qui est renouvelable. Donc, mais on n'a pas, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse à ça. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a à considérer votre état de santé en tant que proche. Est-ce que votre état de santé personnel justifie un arrêt de travail? Et à ce moment-là, c'est votre médecin traitant qui peut vous le prescrire. Ou vous vous adressez à votre service RH afin de voir s'il est possible de demander un congé de proche aidant. Lui, il est prévu dans la loi, donc ça, vous y avez droit. Le désavantage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce congé de proche aidant n'est pas indemnisé. Il sera indemnisé à partir du mois d'octobre 2020, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Donc, à partir de là, pour ne pas vous retrouver en difficulté, il faut demander à la fois, est-ce que voilà, je souhaiterais poser un congé de proche aidant, mais y a-t-il possibilité dans l'entreprise de bénéficier de dons de jours de congé ou de RTT qui peuvent être mis en place afin que vous puissiez bénéficier de l'intégralité de votre traitement, de votre salaire pendant votre congé de proche aidant. Dernière question, je pense, à propos du droit de retrait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là ? Alors, concernant le droit de retrait, c'est à partir du moment où vous allez sur votre lieu de travail. Oui, je suis en pleine compte, là. Vous m'entendez ? Oui, donc à partir du moment où vous allez sur votre lieu de travail et vous avez le sentiment que vous êtes en danger, que effectivement vous êtes en danger de manière immédiate par rapport à votre santé, ça peut être même par rapport à sa vie, mais là ici dans la situation du Covid, c'est vraiment par rapport à son état de santé. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous travaillez, vous êtes dans un drive et vous êtes amené à donner les courses aux personnes qui viennent les chercher. Et votre employeur n'a pas mis en place les mesures barrières, à savoir, il ne peut pas y avoir plus d'1 mètre. Et là, cet après-midi, enfin ce matin, le président de la République a même parlé d'1,5 mètre dorénavant de distance barrière entre deux personnes. Donc, il faut que l'employeur vous sécurise, c'est-à-dire que effectivement, il sécurise le fait que vous ayez 1,5 mètre au moins entre vous et la personne, le public avec lequel vous êtes en relation, qu'il n'y ait pas de contact, ou alors, et s'il doit y avoir un contact, qui est mis à disposition de gants, de masques, etc. La plupart du temps, vous connaissez, je pense qu'on va revenir sur la problématique des masques un petit peu plus tard. On a un gros problème avec les masques, donc déjà on n'en a pas pour les soignants, donc vous imaginez bien que tous les grands magasins, les grandes surfaces, etc., qui continuent à avoir des personnels qui sont au contact de la clientèle n'ont pas nécessairement les masques à mettre à disposition. Donc, il y a d'autres mesures qui sont envisagées. Donc, ce respect d'1,5 mètre, ce respect pour les clients. Moi, j'ai vu des magasins où maintenant, ils mettent des plots de manière à assurer qu'il y ait bien cette distance qui soit respectée entre la caissière et les personnes qui vont venir, des vitres en plexiglas. Enfin, voilà, il y a plein de mesures barrières comme ça qui doivent être effectivement mises en place par l'employeur. Si l'employeur ne met pas en place les mesures barrières, vous êtes légitime à vous sentir en danger,
apposer un droit de retrait. À ce moment-là, il faut que vous avertissiez l'employeur par tout moyen. Moi, je vous conseille quand même de faire un écrit, mais vous pouvez le lui dire à l'oral également. Néanmoins, faites un écrit, il vaut mieux. Vous faites un écrit, vous lui dites pourquoi vous vous sentez en danger, vous pouvez vous retirer. Là, l'employeur, il a le choix entre soit de vous laisser rentrer chez vous, soit de vous proposer un autre poste de travail où vous êtes en sécurité. Et ensuite, il doit adapter le poste qui présente un danger et il ne peut vous demander de le reprendre que quand il aura mis en place les mesures barrières. Est-ce que c'est clair ? C'est tout à fait clair. Un grand merci, Dominique, pour avoir apporté tous ces propos extrêmement précis. Et je crois que la précision, la transparence et la clarté sont de grandes vertus qui permettent de consolider la confiance. Merci encore. Bonne soirée et à bientôt, Dominique. Un grand merci. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Merci. Nous accueillons maintenant un duo composé du docteur Margaret Macro, qui est médecin hématologue au CHU de Caen, accompagné du docteur Sylvain Choquet, qui est, je dirais, un familier maintenant de nos webconférences, dont les interventions sont très appréciées. Je profite de le remercier pour sa fidélité dans les webconférences. Alors, les deux sujets qui vont être abordés par nos deux intervenants sont les suivants. La mise en œuvre des mesures de confinement et puis également le deuxième sujet, très important à travers vos questions, l'impact du coronavirus, bien sûr, pour les malades atteints d'une hémopathie. C'est des sujets qui ont déjà pour partie été évoqués, mais sachez-le, vous êtes près de 375 personnes et nous avons un nombre très, très important de nouvelles personnes qui nous rejoignent et c'est important non seulement pour les nouveaux, mais également pour renforcer un certain nombre de messages. Et nous allons commencer cette partie, je dirais, plus médicale de la webconférence et aborder vraiment trois grands thèmes importants qui sont les tests de dépistage, la mise à disposition des masques et puis des mesures de protection et toutes les dispositions pour organiser les soins. Voilà. Et puis, un sujet qui est quand même, on le voit à travers le chat, la question vient aussi souvent, c'est quand est-ce qu'on sort de ce confinement et qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on le prépare, comment est-ce qu'on le prépare psychologiquement, comment est-ce qu'on le prépare médicalement. Voilà, nous allons commencer avec Sylvain Choquet, des questions concernant les tests de détection. Sylvain Choquet, c'est à vous. Alors, avant de commencer la présentation sur les tests et les questions diverses que vous avez cette fois-ci, je voulais revenir un petit peu sur des situations qui sont un petit peu particulières. Depuis les dernières webconférences que nous avons eues ensemble, j'ai des collègues qui m'ont dit que certains de leurs patients ne voulaient plus venir à l'hôpital suite à ce qui avait été dit à la webconférence. Et d'autres disaient « je veux absolument avoir mon traitement à la maison avec l'HAD ». Alors, je voulais juste repréciser les choses. Chacun a des traitements qui sont particuliers, chacun est particulier. Surtout, écoutez votre hématologue et c'est lui qui pourra vous dire « non, on arrête le traitement », non, il faut venir à l'hôpital parce que c'est plus important de le faire à l'hôpital. Oui, votre traitement peut être fait en HAD ou pas. Mais vraiment, c'est lui qui pourra décider. Si vous dites c'est mieux de venir à l'hôpital, c'est qu'il y a plus de bénéfices pour vous de venir à l'hôpital qu'à la maison. Donc ça, c'était un petit peu pour régler un petit peu les choses, que vraiment les personnes ne se trompent pas et écoutent bien leur hématologue. Et puis, on arrive maintenant dans le vif du sujet. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'informations à la télé, à la radio, dans les journaux sur les tests qui sont… On va essayer de préciser les choses pour que ça ne soit pas trop confus. Alors, quels sont les tests qui sont disponibles et commencent à arriver sur le marché? Il y a les tests sur les sécrétions qu'on fait par un prélèvement nasopharyngé, c'est-à-dire très profond, qui en général fait pleurer les gens lorsqu'il est fait correctement. Et ce test-là, ensuite, est envoyé au laboratoire et analysé par PCR. Il y a une technique qui est rapide, très peu utilisée, parce que très peu de tests, en général, gardés pour les urgences, notamment pour les femmes enceintes juste avant l'accouchement, ce genre de choses. Et on en a très, très peu. La majorité des tests, ils vont mettre à peu près 4 heures pour être techniqués, 4-5 heures pour être techniqués. C'est la référence actuellement et ça permet de savoir si quelqu'un peut contaminer avec ses postillons. Et puis,
on commence à avoir sur le marché des sérologies. On en parle beaucoup. L'avantage de la sérologie, c'est que ça se fait sur prise de sang, donc on peut la faire dans quasiment n'importe quel laboratoire de ville ou à l'hôpital. Il n'y a pas de précaution pour l'infirmière ou l'infirmier qui fait le prélèvement parce qu'il n'y a pas de postillon. Le sang est quasiment jamais atteint par le coronavirus, donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple. On va regarder s'il y a des IgM, s'il y a des IgG. L'avantage, c'est qu'il y a très peu, enfin quand c'est positif, il n'y a pas de problème. C'est assez sensible comme test, mais ça va apparaître un petit peu décalé par rapport à l'infection et notamment par rapport à l'état de contagiosité de la personne. Donc, ça sera plutôt un test qui sera utile notamment pour savoir si c'est une décision politique, mais ça, j'en sais rien, si la personne n'est plus à risque ou a déjà contracté le virus. Si c'est positif, clairement, on pourra dire qu'il a contracté le virus. Si c'est négatif, on ne sait pas si on n'est jamais contracté ou si on est en début de l'infection. Et couplé au prélèvement nasal, ça pourra probablement donner beaucoup plus de sensibilité pour vraiment dire si quelqu'un est atteint ou pas atteint et si éventuellement il peut contaminer les autres ou pas. Ça ne sera jamais, en tout cas pour l'instant, 100% positif, mais peut-être qu'on va en parler de plus en plus, notamment s'il y a des décisions de déconfinement progressif. Mais ça, on n'en sait pas, hein, on ne sait pas. Ce n'est pas clair, hein, il n'y a pas de réponse scientifique, ce sera vraiment la politique qui interviendra grâce à l'aide du comité scientifique spécialisé pour ce type de décision. Donc, on a un peu répondu à l'ensemble de ces questions sur les tests. Les faux négatifs, il y en a, hein, on en voit toujours, notamment sur le prélèvement nasal, qui est normalement l'un des plus précoces, ce qui amène certains médecins, notamment dans les cas un petit peu inquiétants avec des troubles pulmonaires, des anosmies, des choses comme ça qui sont assez évocateurs de l'infection, de faire un scanner thoracique. Alors ça, c'est quand c'est disponible. Et là encore, c'est le médecin qui décidera si c'est nécessaire de le faire. Il y a des images qui sont assez spécifiques. Donc, on a des patients qui sont négatifs en prélèvement nasopharyngé, mais considérés comme positifs parce que le scanner est vraiment spécifique. Mais là, c'est quand il y a des signes cliniques. Là, c'est plutôt l'urgentiste ou votre médecin qui demandera cet examen-là, qui est un peu complémentaire par rapport au test nasopharyngé. Margaret. Merci beaucoup. C'est l'occasion de passer la parole maintenant au docteur Margaret Macro avec les questions nombreuses concernant la mise à disposition des masques. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisses qui se tournent vers les scientifiques, qui se tournent également, et on a un certain commentaire, vers le gouvernement, bien sûr, mais le docteur Margaret Macro n'est pas membre du gouvernement, sauf erreur, Margaret. Donc, elle va s'exprimer, je le pense, j'en suis même sûr, en tant que soignante. Voilà, c'est à vous. Oui. Donc, bonsoir à tous. Oui, moi, je ne peux m'expliquer qu'en tant que soignante, parce qu'effectivement, je ne suis ni le Premier ministre, ni le directeur général de la Santé, ni a fortiori le ministre de la Santé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui portent sur les masques, y compris donc par écrit. On a essayé d'y répondre, surtout Alexis Calbo a essayé d'y répondre tout à l'heure. On ne sait pas quelles sont les dispositions gouvernementales prises, parce que comme vous avez tous compris, nous sommes en situation de pénurie qui fait débat, qui fait même polémique, et sur lesquels le gouvernement sera probablement appelé à rendre compte. L'état de fait actuel est que même quand on annonce avoir commandé 1,5 milliard de masques, on n'est pas sûr de les avoir du tout, puisqu'ils sont vendus au plus offrant. Vous avez tous entendu parler des Américains qui rachètent les masques sur le tarmac des aéroports en Chine. Quoi qu'il en soit, on sait que c'est la manière la plus efficace de se protéger contre la contamination. Pourquoi? Parce que c'est simplement un virus respiratoire, comme le virus respiratoire syncytial, le VRS, comme le virus de la grippe, comme le virus d'autres coronavirus. Et donc, il est transmis par les gouttelettes lorsqu'on éternue, lorsqu'on crache, ce que le Dr Choquet appelait les postillons. Et c'est pour ça que les mesures barrières reposent sur la distance donc de 1 mètre, 1,50 mètre, parce que en général, on crache pas normalement au-delà de cette distance. Donc, quel masque porter? Idéalement, c'est le masque FFP2, le masque canard qui est le plus efficace, puisque ça élimine plus de 90% des possibilités de contamination. Le problème étant que ces masques sont effectivement très peu nombreux. On ne peut pas les mettre à disposition de tout le monde, et pour l'instant, ils sont réservés, en l'état actuel de la situation, aux soignants, notamment à ceux qui ont le plus de risques d'être contaminés, les anesthésistes et les réanimateurs qui doivent intuber des patients graves, les ORL,
et tous ceux qui doivent prélever, donc avec ce fameux écouvillon, ce coton-tige nasal, les cellules pour voir si le virus est présent ou pas. Donc, à défaut de FFP2, qui, soit dit en passant, est quand même un masque qui gêne beaucoup la respiration habituelle parce qu'il est très, très filtrant, on se contente des masques chirurgicaux dont l'efficacité est un peu moindre, mais cette efficacité est quand même là. Et il faut savoir qu'il faut savoir bien les utiliser quand on les utilise, qu'il ne faut pas toucher le masque lui-même, mais le mettre en s'aidant des cordelettes ou des élastiques latéraux, qu'il faut le pincer sur le nez, qu'il ne faut surtout plus y toucher pendant toute la durée du port du masque. En tout cas, il faut éviter d'y mettre les doigts. Et si on l'enlève, il ne sera plus efficace et donc il faudra le changer. Et l'efficacité maximale étant de 4 heures. Donc, pour l'instant, ce qui se fait, en tout cas dans les services d'hématologie, c'est de donner, puisqu'on a quand même, il y a des livraisons qui ont été assez générales la semaine dernière, donner un masque chirurgical à chaque patient qui arrive dès son arrivée en hématologie et aux soignants, bien sûr. Et cette double protection est efficace. Sinon, il y a des situations un peu de débrouillardise. Comme disait quelqu'un l'autre jour, n'importe quoi, enfin, tout est mieux que rien. C'est-à-dire que si vous sortez et que vous vous sentez inquiet vis-à-vis d'une situation, quand vous allez faire les courses, éventuellement de contamination possible, il faut respecter encore une fois la distance d'au moins 1 mètre, que ce soit avec le commerçant, que ce soit avec d'autres personnes qui font la queue pour les courses. Et 2, vous pouvez mettre un bandana, une écharpe, quelque chose de tissé de façon assez étroite pour limiter effectivement en cas de toute contamination possible. Et dès que vous rentrez à la maison, vous enlevez ce bandana, cette écharpe et surtout, vous lavez les mains. Et encore une fois, il y a les masques, bien sûr, mais le deuxième geste, c'est le lavage répété, et on ne le répète jamais assez, dès que vous avez fait quelque chose, dès que vous avez fait un geste, lavez-vous les mains avec le savon, parce que c'est le savon qui permet d'éliminer les particules infectantes, et notamment les virus. Plus souvent vous lavez les mains, moins vous risquez d'être contaminé, dans la mesure où on porte, sans faire attention, mais des dizaines de fois par jour, les mains à la bouche, au visage, et donc il faut les laver le plus souvent possible. Alors, les malades immunodéprimés vont-ils devenir prioritaires? Pour l'instant, je n'en ai pas connaissance d'une telle décision. Encore une fois, la priorité est donnée pour l'instant aux soignants, mais comme vous savez, tout le monde réclame ces masques, y compris les policiers pour faire leur contrôle, les éboueurs, enfin tout le monde voudra avoir un masque, ce qui est légitime, puisqu'encore une fois, c'est l'outil le plus efficace pour se protéger de la contamination. Et encore une fois, si on ne peut pas en obtenir, et pour l'instant, on ne peut pas prescrire, il y a une question tout à l'heure sur mon oncologue ne veut pas me prescrire, de toute façon, il n'a pas le droit, et le pharmacien n'a pas le droit de délivrer sur prescription un masque, même aux patients en ALD ou traités pour un cancer, encore une fois, parce que les livraisons ne sont pas suffisantes pour pouvoir en distribuer à tout le monde. Alors, est-ce qu'on a fait parfait, pour une première série de questions? Merci de cette intervention. Nous poursuivons notre duo tout à fait en complémentarité avec ce que vous venez d'indiquer. Et puis, je vous donnerai la parole dans quelques instants. Donc, la parole, cette fois-ci, au docteur Sylvain Choquet sur les mesures d'hygiène à observer. Alors, la question est vraiment d'actualité, extrêmement difficile à répondre. Il y a une obligation de la part des fabricants, mais après, on ne peut pas savoir s'ils sont vraiment, ils font honnêtement leur boulot, enfin je le crois en tout cas, il faut être optimiste. Ils ont une obligation de le faire proprement, c'est-à-dire en portant un masque, des gants, pour que le risque de contamination soit vraiment minimum. Après, si bien sûr c'est chauffé, le virus va être détruit, si c'est bien cuit. Maintenant, si vous êtes super pessimiste, vous pouvez dire pendant le trajet, ça va se recontaminer, mais la plupart du temps, pour avoir testé récemment ce genre de livraison, ils ferment complètement le paquet et quand ils arrivent chez vous, ils n'y touchent pas, ils posent par terre et c'est uniquement à nous, il n'y a pas de contact avec le livreur et le paquet est complètement fermé. Vraiment, le risque est minimum. Après, si vous voulez le risque zéro, vous n'allez plus rien faire du tout, vous n'allez plus vivre. Donc, il faut aussi avoir un petit peu confiance. Si vous connaissez
le magasin, le restaurant qui fabrique ces produits-là, vous avez confiance, allez-y. Si vous ne connaissez pas, c'est à vous de prendre le risque ou pas. Moi, je ne pense pas que ça soit forcément gravissime. Mais en sortant, vous risquez aussi d'avoir un petit risque d'attraper quelque chose. À vous de voir, mais la réponse, ça ne peut jamais être absolue, zéro risque. Choisissez surtout quelque chose de bon. Effectivement, il n'y a pas que les oncologues et les hématologues, mais tout l'hôpital a été obligé, et notamment dans les régions qui sont soumises à un fort afflux de patients, ça a commencé par l'Est, ça a touché l'Île-de-France, de réorganiser complètement l'organisation hospitalière et d'ouvrir ce qu'on appelle maintenant des unités Covid+, des unités où les patients sont suspects, sont hospitalisés avant d'avoir le résultat des tests, donc les suspects Covid, les unités Covid+, des services de réanimation dédiés aux patients avec Covid, puisqu'on voit la particularité de cette infection, c'est de s'aggraver parfois assez rapidement et nécessiter une admission en réanimation. Alors, tout le monde doit participer à cet effort qui est collectif, et effectivement, ce n'est pas une réquisition, comme on parle de Nancy, d'hématologues, mais je sais par exemple que dans notre hôpital, donc au fur et à mesure que les patients arrivent, les unités sont ouvertes les unes après les autres, et tout le monde, tous les médecins, quelle que soit la spécialité, donc est appelé à participer, que ce soit aux gardes, aux astreintes pour ces unités, à la seniorisation pour la visite, pour s'occuper de ces patients comme de tous les autres patients hospitalisés. Et donc chacun son tour, on a des listes d'intervention dans ces unités spécifiques pour les patients. Donc ce n'est pas à proprement parler une réquisition, puisqu'elle est basée sur le volontariat, mais donc tous les médecins se positionnent donc, pour prendre une astreinte, pour passer dans le service, faire la visite de tous les jours, du lundi au dimanche inclus, etc. Donc ça, c'est pour le soin. En ce qui concerne les équipes de recherche, elles sont à l'évidence réduites au maximum, et je sais par exemple que localement, nos attachés de recherche clinique sont pratiquement, aux 3/4 en télétravail. Et nous en avons 2 sur place sur 6 qui gèrent les urgences, puisqu'on ne peut pas tout interrompre. Il y a des patients qui sont traités dans les protocoles, donc ils continuent à venir à l'hôpital, qui bénéficient de leur traitement. Simplement, il y a un grand bémol sur beaucoup d'activités, notamment sur l'inclusion de nouveaux patients, hors bien sûr protocole de recherche sur le Covid, parce que ça nécessite de nombreux déplacements à l'hôpital, parce qu'il y a des contraintes qui ne sont plus respectées, de livraison et de ramassage des prélèvements. D'autres contraintes, c'est la livraison des médicaments, et enfin d'autres contraintes qui sont ce qu'on appelle le monitoring, qui est une vérification du travail fait par des sociétés qui viennent de l'extérieur, qui n'ont plus le droit de se déplacer, de venir dans les hôpitaux. Donc tout ça fait que pour l'instant, la recherche clinique est un petit peu en stand-by, elle tourne au ralenti, et qu'on s'occupe des patients qui sont en cours de traitement, mais on ne propose pas des inclusions dans des protocoles, dans des études à de nouveaux patients, sauf cas particuliers de maladies très agressives ou en hématologie. Parfait, merci beaucoup pour ces questions. Alors, la question suivante va être à destination de Sylvain Choquet. Je ne vous entends pas, par contre. Hein. Ah, voilà. Donc, il y a effectivement des… Vous dites quelque chose, je ne vous entends pas. Voilà, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Alors, je vais me reconnecter. Alors, c'est à vous si vous m'entendez sur cette question. Alors, j'ai rien entendu de ce qu'a dit Hervé, c'est pas très grave. Je suis sûr que j'étais d'accord avec ce qu'il me dit et je vais répondre du coup. Je peux peut-être traduire ce qu'il a dit. Moi, je t'entends. Oui, très bien. Oui. Donc, Hervé disait simplement qu'il fallait répondre à la question sur l'après-confinement. Donc, si tu sais y répondre, bravo. Alors, Margaret, en fait, fait partie du gouvernement, mais de façon secrète, donc elle ne peut pas vous répondre de façon formelle. Personne ne sait, mais même, je pense, le gouvernement ne sait pas non plus. Après, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on va être forcé de le faire. Donc, bien sûr, c'est le rôle du gouvernement de choisir les modalités.
il y a plusieurs options qui sont devant nous. L'option générale, ça va être un petit peu difficile puisque vous avez vu que la répartition au sein de la France est différente. Il y a des régions qui ont d'abord été atteintes et puis d'autres qui arrivent par la suite. Partir de quand? Est-ce que c'est à partir d'un certain nombre de patients qui sont nouvellement atteints, qu'on considère qu'il y a une espèce d'immunité collective, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sont immunisés et qui vont un peu protéger l'extension du virus, c'est-à-dire que quand vous avez un virus, normalement vous infectez actuellement un peu plus de 2 personnes, ce qui explique que ça explose, mais si les personnes autour de vous sont déjà immunisées, vous allez tuer le virus vous-même au bout d'une quinzaine de jours et vous ne l'aurez pas transmis à d'autres. Donc c'est risqué évidemment, parce que vous pouvez choper quelqu'un qui est devenu négatif. Donc ça peut être de choisir de faire sortir uniquement ceux qui sont devenus négatifs, c'est-à-dire là on utilise des tests de sérologie pour essayer de savoir ceux qui sont atteints, sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu risqué parce qu'on peut être séropositif mais avoir encore de l'expression du virus, donc peut-être faudrait le joindre avec un test nasopharyngé. C'est vraiment les spécialistes qui devront répondre à ces questions-là. Est-ce qu'on fait par âge, en fonction des personnes qui sont à risque? Est-ce que ceux qui sont séronégatifs à risque, il faut les laisser encore confinés? Ça, probablement qu'on aura ça. Je pense que les EHPAD vont probablement rester fermés un peu plus longtemps que le reste. Je n'ai pas la réponse, mais ce sont différentes options qui sont proposées par des scientifiques. Dépistage national extrêmement important et augmenté, ce que proposent certains Anglais actuellement, nous en tourner des grandes plateformes de biologie moléculaire 24/24 avec des étudiants. Si on se donne un petit peu le temps et l'argent, c'est faisable. Est-ce que vraiment c'est le meilleur moyen? Je n'ai pas de réponse. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance dans notre gouvernement. Ce n'est pas un conseil politique que je donne, hein. C'est parce qu'ils sont entourés de scientifiques qui veulent évidemment le bien de tout le monde. Et s'ils décident, en fonction de l'épidémiologie et de leurs connaissances et de ce qui se fait dans les autres pays, de commencer le déconfinement, je pense qu'il faudra suivre ce qu'ils nous disent. Ils connaissent beaucoup plus que nous, hématologues, les meilleurs moyens d'essayer de passer la crise. Bien sûr, il y a la question de la réinfection. La réinfection, normalement, actuellement, sauf quelques cas, mais qui sont très douteux, il semble quand on a été en contact avec le virus et guéri du virus, on ne le réattrape pas. Ça, quasiment tous les scientifiques le disent actuellement. Mais évidemment, on sera beaucoup à rester négatif grâce à toutes les précautions qu'on a prises. Et si on déconfine, il risque d'avoir une période avec de nouveau des réinfectations. Est-ce qu'il faut reconfiner? Je n'ai pas la réponse, mais tout est ouvert. On va venir voir les choses progressivement. Ce n'est pas pour tout de suite, mais peut-être que d'ici 3-4 semaines, c'est la question qui se reposera. C'est pour ça que le Premier ministre était très très flou. Il a dit je ne peux pas dire des choses précises, mais on commence à y penser parce qu'ils doivent y penser. C'est une obligation pour eux. Ce sera une décision nationale et politique. Parfait. Alors, des questions qui vont s'adresser à l'un et à l'autre. J'espère, Sylvain, que vous m'entendez. À la fois sur des pathologies spécifiques, des malades du myélome multiple atteints de LLC, ont-ils été confrontés au coronavirus et comment cela s'est-il passé pour eux? Je vais laisser Margaret pour le myélome répondre. Pour le myélome, pour l'instant, on est tenu de déclarer, notamment au sein du groupe coopérateur qui est l'intergroupe francophone du myélome, tous les patients susceptibles d'être infectés par le Covid et suivis pour un myélome. Je sais qu'il y a eu des cas, notamment en région parisienne, il y a quelques cas à Lyon. Ce sont la plupart du temps, effectivement, des formes graves chez des patients qui étaient sous traitement. Donc, chez ces patients-là, encore plus que les autres, si je peux dire, mais c'est pour tout le monde valable, il faut éviter l'infection parce qu'il semble que statistiquement, les formes sérieuses soient beaucoup plus fréquentes dans la population qui n'a pas de facteur de risque. Donc, pour la LST, je ne sais pas, je n'ai pas de connaissances particulières, mais le docteur Choquet en a peut-être. Pour la leucémie lymphoïde chronique, il y a des messages à bien garder en tête. Il y a des traitements qu'il ne faut pas arrêter. L'ibrutinib, il ne faut surtout pas l'arrêter. Il y a plus de risques à l'arrêter et votre LLC va flamber qu'à le garder et avoir un risque infectieux. C'est vrai qu'il est supérieur à la population générale, mais on ne sait pas si c'est dû à l'ibrutinib ou simplement dû à la leucémie lymphoïde chronique. Si vous avez des doutes sur le fait de continuer ou pas, vous n'arrêtez pas, vous ne prenez pas des décisions tout seul, demandez à votre hématologue, est-ce que je dois arrêter, est-ce que je peux arrêter, est-ce qu'il faut que je continue? Ça, c'est vraiment important. À la fois,
pour nous, mais surtout pour les IMID, donc pour le myélome multiple, il y a des facilités maintenant de livraison dans votre pharmacie. Il faut passer par la pharmacie de votre hôpital, faire une demande particulière. On va vous donner un document, vous montrerez avec votre avis comme quoi vous êtes affilié à la Sécurité sociale. Et alors c'est un petit peu complexe. Et votre pharmacie envoie un fax à l'hôpital et on pourra délivrer directement vos IMID dans votre pharmacie de ville. Donc ça sera un petit plus qui existe actuellement sur les médicaments qui ne sont pas disponibles en ville mais uniquement à l'hôpital. Donc c'est surtout pour Margaret et les myélomes que cette option apporte quelque chose de plus. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de questions et sur la dexaméthasone et sur le Revlimid. Il y a eu quelques incompréhensions parce que les dernières promulgations de circulaires faisaient état d'une livraison, une délivrance plutôt de 2 mois de traitement. Statutairement, les pharmaciens n'en ont pas vraiment le droit, mais ils peuvent envoyer le 2e mois de traitement à une pharmacie d'officine, donc ce qui permet aux patients de ne pas venir 2 fois de suite à l'hôpital. Donc, il faut voir vraiment avec son pharmacien hospitalier pour voir quelle est la meilleure solution de remplacement pour éviter des déplacements itératifs. Il y avait la question de l'arrêt. Alors ça, c'est comme disait le docteur Choquet, il faut vraiment vous en référer à votre hématologue traitant, puisque tout dépend de la situation de votre maladie. On pourra suspendre le traitement si le myélome est quiescent pendant quelques mois. Il ne faudra pas le faire si le myélome est actif. Donc, on ne peut pas donner de consignes générales. Et c'est la même chose pour la dexaméthasone, qui est la cortisone, donc fortement dosée. On sait que c'est un facteur de risque d'aggravation du Covid, de l'infection. Donc, dans la mesure du possible, si la maladie est contrôlée, si elle est en réponse, on conseille de diminuer, voire d'interrompre totalement cette cortisone. Mais encore une fois, la décision se prend au cas par cas. Et donc, si vous posez la question, il faut la poser à votre hématologue qui connaît la situation de votre maladie. Alors, une question qui est récurrente et qui porte sur la notion même d'immunodépression. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. Que pouvez-vous nous expliquer effectivement cette notion sur quels en sont les critères d'appréciation et bien évidemment les conséquences? Alors, si je peux répondre d'une façon, on va dire, très simple, on peut parler d'immunodépression, c'est-à-dire d'un statut des défenses immunitaires qui est affaibli dans certaines maladies, notamment les maladies hématologiques. Alors, souvent, les gens confondent la baisse des polynucléaires neutrophiles, donc ce qu'on appelle la neutropénie, avec une immunodépression. Les neutrophiles étant les globules blancs qui défendent contre les infections bactériennes, et les lymphocytes donc, étant les globules blancs qui défendent contre les infections virales. Alors, le Covid, par définition, étant un virus, donc c'est surtout sur les lymphocytes qu'il faut se focaliser. Donc, la baisse des lymphocytes donne plus de risques d'infection, mais c'est, disons, quelque chose de général. Les patients avec myélome connaissent bien les risques d'infection par l'herpès zona et qui sont liés à la baisse des lymphocytes et pour lesquels on donne des traitements préventifs. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement préventif pour le Covid. L'autre élément, c'est donc ça, c'est ce qu'on appelle l'immunité cellulaire vis-à-vis des virus, donc les lymphocytes, c'est l'immunité humorale. Et le myélome est particulier, mais la LC le rejoint aussi un peu, parce que les globules blancs qui fabriquent les anticorps, donc qui défendent contre les infections, notamment virales, les plasmocytes, donc sont malades dans le myélome et n'ont plus cette fonction. Donc, c'est un peu la double peine, puisqu'on a moins de lymphocytes quand on a des traitements comme le Revlimid et comme la cortisone aussi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que l'infection est plus grave. Et on a moins d'anticorps pour se défendre contre les virus. Donc, je pense que ça illustre vraiment la fragilité de ces patients donc vis-à-vis de cette infection virale. Sylvain, tu veux peut-être rajouter des choses? Non, c'était extrêmement bien dit et je ne peux que souscrire à ce que tu viens d'affirmer. Pour être simple, quasiment tous les patients LLC ou myélome ont au moins un minimum d'immunosuppression, parce que ce sont des maladies qui sont chroniques, qui ne se guérissent pas, avec lesquelles on peut vivre tout à fait correctement. Très souvent, et dans le myélome et dans le LLC, il y a une hypogammaglobulinémie, c'est-à-dire une réponse anticorps qui n'est pas forcément très bonne, et probablement que c'est un marqueur indirect de risque de faire des formes un peu plus graves d'infection. Pas plus d'attraper que les autres, mais quand on attrape le Covid, peut-être être un peu plus grave. Par contre, les lymphomes, les lymphomes agressifs qui ont été traités il y a quelques années,
probablement, eux, sont guéris de façon définitive, et sauf s'ils ont eu une allogreffe ou parfois des autogreffes avec des hypogammaglobulinimiques qui persistent, ils sont très souvent revenus à une immunité complètement normale. Donc, la majorité, faites quand même attention, vous êtes un petit peu immunodéprimé. Maintenant, il y a quelques chiffres, peut-être un petit peu plus de gens au sens large qui ont des cancers, un peu plus 2 fois plus après les Chinois, et c'est cancers, surtout cancers solides, qui attrapent des formes plus sévères. On n'a pas de chiffre précis LLC, de chiffre précis myélome, donc dans le doute, écoutez là encore ce que dit votre hématologue et les mesures barrières sont vraiment essentielles. Alors, si on passe directement à la question d'après, est-ce que pour les formes graves, il faut donner de la chloroquine? Je botterai là également en touche. S'il y a une forme grave, de toute façon, ce ne sera pas l'hématologue qui prendra en charge le patient en question, ce sera le réanimateur ou l'urgentiste. Et là, il faudra suivre ce qu'il propose. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Donc, ça, vous avez l'habitude en général dans les groupes de patients qu'on propose des études. Là encore, il y en a qui sont européennes ou nationales, avec ou sans chloroquine. Il y a d'autres molécules qui sont intéressantes, des anticorps anti-IL6 qu'on utilise notamment dans les carticelles et qui sont utilisés dans les formes graves. Moi, j'aurais plutôt confiance dans les réanimateurs, confiance dans les infectiologues dans ces formes graves, plutôt que dans l'hématologue qui a plutôt l'habitude de traiter vos LC et vos myélomes et lymphome. Effectivement, il y a des protocoles maintenant hospitaliers, je pense que partout dans toutes les réanimations, qui sont faits avec les infectiologues. Même en dehors de tout protocole, un patient, même non immunodéprimé, mais qui fait une forme grave de Covid, peut se voir prescrit de la chloroquine, mais c'est vraiment très encadré. C'est après discussion entre réanimateur et infectiologue, et il y a tout ce qu'on peut appeler ça un protocole de prescription et de surveillance, même si le patient n'est pas inclus dans une étude. Donc, c'est encore une fois là des décisions qui sont prises au cas par cas. Alors, des questions spécifiques, si vous voulez bien, sur la LLC. Sylvain Choquet, pouvez-vous répondre à ces différentes questions en termes de recommandations spécifiques? Alors, recommandations, il n'y a pas des choses qui sont vraiment très claires pour dire j'ai une pneumocystose dans la LLC, est-ce que je suis plus à risque? On va pouvoir quand même répondre. Si vous avez une pneumocystose, c'est à cause du traitement que vous avez eu pour votre LLC, parce que sinon vous n'auriez pas eu de pneumocystose. Si votre poumon a été guéri de la pneumocystose sans séquelles, ça sera un plus. S'il y a eu de la fibrose pour les formes très graves, c'est rare maintenant quand même, avec réanimation, là vous êtes plus à risque que vous avez un poumon malade. Mais si vous avez bien été guéri et que la pneumocytose est ancienne, normalement, votre poumon est redevenu complètement normal, donc vous êtes revenu comme un patient ayant une LLC. C'est-à-dire, en effet, avoir un risque un petit peu supérieur à la population générale d'avoir une forme grave, mais pas forcément catastrophique. La deuxième question, c'est je suis en surveillance d'une LLC, j'ai entendu dire que la vaccination BCG apportait une meilleure immunité contre le Covid-19. Est-ce vrai? Pour l'instant, comme ça n'a pas été prouvé, je dirais non, ce n'est pas vrai. Et s'il y a des études, il faut attendre les résultats des études. Par contre, j'avais vu passer des questions, là comme celle-ci, est-ce qu'il faut me refaire vacciner? Non, il ne faut pas faire 2 fois la vaccination BCG, surtout si vous êtes efficace. On peut avoir une réaction importante qu'on appelle les BCJ qui peuvent être graves. Donc, surtout chez les immunodéprimés, et vous en faites peut-être partie, donc ne faites jamais de vaccination BCG sans le demander à votre hématologue. Et en général, c'est plutôt déconseillé. Depuis 12 jours, je n'arrive pas à me débarrasser d'une rhinopharyngite sans fièvre, je tousse, dois-je consulter? La réponse est oui. C'est clair, ce sont des signes qui peuvent être évocateurs de Covid. Donc, soit vous avez été déjà dépisté et négatif, et si ça dure, il faut redépister. Soit vous n'avez pas été dépisté, et en effet, vous pouvez avoir une infection qui est en cours. Ça peut mettre plus de 12 jours. Il y a des gens, ils vont rester 14 jours avec des signes, voire un petit peu plus. Donc, on a vraiment une variabilité des signes cliniques qui est importante. Je pense que ça serait bien au moins pour vous rassurer. Peut-être si vous êtes dans une région où il y en a de plus en plus qui utilisent l'application Covidome sur les applications téléphoniques, ça permet de vous suivre à domicile et un peu vous sécuriser. Les recommandations actuellement de l'État, du gouvernement, c'est notamment de prendre 2 fois par jour votre température. Et surtout, si vous avez le moins de signes de gêne respiratoire, de pression thoracique, il faut appeler le 15 et nous venir à l'hôpital aux urgences où vous serez dans la sélection Covid pour être dépisté. Mais une fièvre, une rhinopharyngite qui dure, ce n'est pas normal. Dans cette période-là, c'est potentiellement un risque d'être atteint Covid. Parfait. Question à Margaret Macro.
cette fois-ci spécifique au myélome. J'en profite, vous l'avez vu, pour vous indiquer que le MOOC sur le myélome, auquel contribue chaque année le docteur Margaret Macro, mais de manière générale l'IFM et plusieurs intervenants, va commencer donc le 16 avril jusqu'au 14 juin. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la F3M. Donc, Margaret Macro, des questions spécifiques sur le myélome? Oui, alors, quelles sont les recommandations, conseils spécifiques à destination des malades atteints d'un myélome? Sur quels critères s'appuient les décisions prises qui visent à reporter, se passer les traitements? Donc, encore une fois, ce sont des critères qui sont personnels, dépendant de chaque patient. Si on reporte un traitement ou si on l'espace, c'est qu'on peut le faire, c'est-à-dire que la maladie a bien répondu, que nous sommes à distance du début du traitement et donc on peut éventuellement l'alléger, passer par exemple à des injections hebdomadaires pour un traitement qui serait bi-hebdomadaire, diminuer, comme je disais tout à l'heure, les doses de cortisone, diminuer les doses d'immunomodulateurs, voire arrêter certaines molécules. Mais tout cela dépendra, encore une fois, du statut de la maladie. Est-elle en réponse ou est-elle évolutive? Et donc, on ne pourra que… Désolé. Alors, un petit… On pourra donc ne prendre la décision qu'au cas par cas. Mais la tendance générale est, si le patient est répondeur, si le myélome est, disons, dans une phase calme et quiescente, c'est d'alléger le plus possible le traitement pour diminuer les venues à l'hôpital et pour diminuer les risques, si on attrape le Covid, d'avoir une forme grave. La deuxième question, c'est: j'ai entendu que les malades du Covid étaient traités avec des anti-inflammatoires. Quel risque pour les maladies du myélome? Alors, je n'ai pas entendu d'un traitement anti-inflammatoire pour le Covid. Ce que j'ai entendu, c'est que, effectivement, dans les formes graves, c'est plutôt ce qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires qui sont libérées, donc ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Et donc, on utilise plutôt des molécules qui sont contre ces cytokines-là, comme l'anti-L6. Donc, on n'utilise pas les anti-inflammatoires. A contrario, les anti-inflammatoires, donc stéroïdiens, comme le Profénil, le Voltaren, etc., ont été accusés de favoriser le passage à des formes graves. Et c'est un médicament plus que nous on déconseille, classiquement, mais de tout temps, aux patients avec un myélome multiple, puisqu'il y a des inconvénients, notamment sur la fonction rénale. Donc, les anti-inflammatoires sont plutôt proscrits chez les patients avec myélome, et a fortiori s'ils ont une infection par Covid. Après une allogreffe, en cas de Covid, quel risque supplémentaire? Alors, l'allogreffe est une éventualité comme relativement rare pour les patients avec une myélome multiple. On fait plutôt appel à l'autogreffe. Alors, j'en profite pour dire que là aussi, la tendance actuelle est plutôt de repousser l'autogreffe en première ligne, même dans les cas des patients qui sont inclus dans des études, d'essayer d'avoir un traitement moins immunosuppresseur que l'autogreffe et donc de tenir 2-3 mois avec le traitement classique comme celui de l'induction et de prolonger un petit peu ce qu'on appelle le traitement d'induction, aussi de repousser l'autogreffe après la phase, disons, aiguë que nous traversons en ce moment. Donc l'autogreffe est déjà, elle aussi, un pourvoyeur d'immunodépression, mais l'allogreffe d'autant plus, et d'autant plus qu'il s'y associe une réaction du greffon contre l'autre, que les patients ont eu de la corticothérapie, donc ça multiplie encore plus les risques de faire une forme grave. Mais encore une fois, c'est une éventualité qui reste rare pour les patients qui sont traités pour un myélome multiple. Alors, le 3, c'est 1, 2, 3, quatrième question. Est-ce en rémission totale du myélome, j'ai une thérapie d'entretien par Revlimid, plusieurs voisins sont infectés par le coronavirus. Ne devrais-je pas suspendre mon traitement un mois? Certains participants ont signalé sur cette question des prises de position différentes suivant les centres. Comment expliquer cela? Encore une fois, cela dépend vraiment du statut de la maladie. Si le patient est vraiment en rémission totale, il est sûr que suspendre le Revlimid, d'autant plus qu'il y a des risques de contamination plus importants parce que vous êtes au contact de personnes infectées ou en tout cas pas loin, il n'y a pas de risque important, voir la maladie, voir le myélome évoluer si on suspend le Revlimid pendant 1 à 2 mois. Alors, les positions sont différentes, je pense, en fait, en fonction du statut de la maladie. Encore une fois, si vous avez
un traitement par Revlimid associé à d'autres molécules parce que vous êtes au début de la maladie du traitement, on ne l'arrêtera pas. Si vous êtes en entretien depuis 1 an, ou voire plus, et que la maladie est en rémission, encore une fois, on peut très bien le suspendre pendant 1 à 2 mois. Et si vous avez l'impression que les attitudes sont différentes, encore une fois, c'est peut-être simplement parce que votre cas n'est pas celui de votre voisin. Le myélome est une maladie, comme je répète toujours, très, très différente d'un patient à l'autre. Donc, il faut vraiment vous en référer pour interrompre quel que soit le traitement à votre hématologue, comme le disait Sylvain Choquet tout à l'heure. Doit-on débuter actuellement un nouveau traitement si nous sommes en rechute? Alors, la question qui se pose est peut-être plus, comment dire, interroge un peu plus les médecins parce que l'habitude est de débuter un traitement dès qu'il y a un symptôme, habituellement, et s'il y a ce qu'on appelle une rechute biologique, par exemple une augmentation du pic sans aucun symptôme, sans retentissement sur l'os, sur le rein ou sur le fonctionnement de la moelle osseuse, on débute un traitement en fonction de la cinétique, c'est-à-dire si le pic se met à monter très vite. Là, je pense que la tendance actuelle, dans la mesure où un traitement efficace expose aussi un risque un peu plus important de forme grave, c'est de se dire si la rechute est biologique, si le pic augmente mais pas de façon très rapide et que le reste va bien, que le rein fonctionne normalement, qu'il n'y a pas d'anémie, qu'il n'y a pas de douleur osseuse, c'est essayer encore une fois de temporiser et de surveiller de façon très très rapprochée l'évolution du pic et de retarder la reprise du traitement pour cette rechute, encore une fois, à une période un peu plus calme du côté Covid. Merci Margaret. Et des questions maintenant pour Sylvain Choquet, spécifiques cette fois-ci après avoir abordé la LC et puis le myélome, des questions spécifiques au lymphome. Alors les personnes ayant eu un lymphome en rémission sont-elles plus vulnérables vis-à-vis du Covid-19? Ces personnes pourront-elles être vaccinées contre le Covid-19? Donc il y a 2 questions. La première, et là c'était une particularité contrairement au myélome et à la LLC, il y a beaucoup de lymphomes qu'on va pouvoir guérir de façon définitive, essentiellement un lymphome agressif. Et eux, si vraiment on a un recul de plusieurs années, s'il n'y a pas d'hypogammaglobulinémie, ils sont considérés comme immunocompétents. Ça, c'est une particularité des lymphomes. Si vous êtes en cours de traitement, si vous venez juste d'avoir un traitement, si vous avez été allogreffé tout récemment pour un lymphome, si vous avez été autogreffé tout récemment pour un lymphome, là, vous êtes toujours immunodéprimé comme les myélomes et les lymphomes. Donc, faites très attention à vous pour éviter d'attraper le germe. Alors, est-ce qu'on pourra être vacciné? Oui, en gros, je pense, ça dépend comment seront faits les vaccins, mais si ce sont des vaccins qui sont non vivants, ce qui est la majorité quand même des vaccins actuellement, tous les malades en hémato, qu'ils soient traités ou pas, pourront être vaccinés lorsqu'on aura ce vaccin qui est disponible. Ça sera surtout utile pour les réinfectations dans pas mal de mois. La seule chose, c'est que si vous êtes en cours de traitement, c'est le cas pour beaucoup de myélomes, avec des traitements continus, la vaccination avec un vaccin qui n'est pas vivant risque de ne pas être efficace. C'est ça par contre, mais elle n'est pas dangereuse. Par contre, si c'est un vaccin vivant qui est proposé, quasiment tous les patients en hémato qui sont considérés comme immunodéprimés, c'est-à-dire quand même beaucoup, n'auront pas le droit d'avoir ce vaccin-là. Mais je ne pense pas que ça soit le cas. Cela dit, il y aura probablement plusieurs vaccins différents. La deuxième question, c'est à partir de combien d'années après la rémission, le système immunitaire est reconstitué normalement? C'est très dur comme question, c'est pas bête du tout, mais c'est très dur. Là encore, il faut que ça soit une maladie en excellente réponse. On a des leucémies lymphoïdes chroniques en excellente réponse au long cours. On a des myélomes qui reprennent des gamma-globulines parce qu'ils sont en excellente réponse au long cours. Mais il n'y a pas de chiffre précis. Pour le lymphome, c'est peut-être un petit peu plus facile. En général, on considère que dans un lymphome agressif, dans un délai de 2 ans, si on n'a pas rechuté, très probablement vous êtes guéri. Si en plus votre électrophorèse est normale, je pense que dans ce cas-là, on peut être complètement immunocompétent. Pour les autres cas, demandez à votre hématologue, il pourra plus vous répondre de façon adaptée que moi. Parfait, un grand merci à chacun d'entre vous.
peut-être une ou deux dernières questions et j'en profite pour remercier vraiment chaleureusement le docteur Alexis Talbot, hématologue également, pour avoir répondu au flot de questions que vous avez posées. Je préciserai également qu'il y aura bien sûr un replay de cette troisième et dernière webconférence. Encore quelques questions, peut-être une dernière question. Sur des réactions par rapport à la fin du confinement, puisque je crois que je vais simplement vous poser la question à l'un et à l'autre sur ce que vous souhaitez faire passer comme message par rapport à cela, et à commencer peut-être par Marguerite Macro. Alors, oui. Donc, moi, je pense que le message que je souhaiterais faire passer est très simple. Comme l'a dit Sylvain Choquet tout à l'heure, les autorités font le maximum pour nous protéger, avec les difficultés qui sont inhérentes, mais à tous les pays, puisque c'est une pandémie et donc par définition, tous les pays y sont confrontés à un moment ou à un autre. Donc, je pense qu'il faut éviter d'écouter ce qui se dit sur les réseaux, enfin, ce qui se dit parfois à la télé ou dans certains médias, et qui est anxiogène, comme on l'a dit en début d'émission, pour se reconcentrer sur l'essentiel, sur l'entourage, sur la famille, faire abstraction le plus possible de ces informations funestes. Et de toute façon, c'est une épidémie, elle va finir par diminuer, par se tarir. Il faut simplement, encore une fois, adopter les mesures barrières et la distanciation sociale qui sont les seules actuellement efficaces pour nous protéger, mais tous, malades ou bien portants, contre ce virus. Et ce, d'autant plus qu'on est malade. Et encore une fois, essayer de ne pas en faire, de ne pas vivre dans l'angoisse permanente, simplement se recentrer sur des choses plus agréables, faire confiance à son médecin et faire confiance aux autorités pour gérer au mieux cette crise. Merci Margaret. Sylvain? J'ai rien à rajouter, c'était très bien dit. Je pense que le principal, c'est ayez confiance dans nos dirigeants parce qu'ils sont conseillés par des scientifiques de haut niveau. Deuxièmement, ayez confiance dans votre hématologue qui pourra vous répondre précisément sur votre traitement. Ayez confiance si vous allez malheureusement dans d'autres services parce que vous êtes atteint par le Covid. Ayez confiance dans les médecins qui vont s'occuper de vous, infectiologues, réanimateurs, urgentistes ou pneumologues ou autres. N'ayez pas peur si des médecins hématologues quittent au service pour aider ailleurs. C'est parce qu'ils sont volontaires, c'est parce qu'ils vont pouvoir aider. On s'arrange toujours. On a un petit peu moins d'activité parce qu'il y a des hémopathies qu'on va pouvoir déléguer plus tard pour être traités. Et du coup, on a un peu plus de temps et certains d'entre nous vont ailleurs. On a des internes qui sont maintenant complètement partis du service parce qu'ils vont en réanimation à plein temps. Ça fait partie de notre participation à l'effort général. Et ce n'est pas parce que d'autres médecins s'en vont qu'on vous traite moins bien. Et puis, surtout, pensez à vous et essayez de faire un peu abstraction du virus et de vous faire plaisir en regardant des films, de lire des bouquins et bien manger sans penser au virus. Les pizzas, bien cuites. Et hamburgers. Alors, nous avons le grand plaisir maintenant d'accueillir les organisateurs de cette série de webconférences, voilà, qui apparaissent les uns et les autres et auxquels nous allons donner le mot de la fin. Voilà, qui veut intervenir le premier? Peut-être Guy Bouguet, président de France Info Mespoir. Voilà, Guy, quel message? Oui, merci Hervé. Alors moi, mon message, il est relativement simple. Déjà, un énorme merci à tous les intervenants qu'on a eus sur ces 3 dernières webconférences. Et surtout, je remercie Alexis qui a fait un travail fantastique derrière son clavier. Et puis évidemment, le docteur Macro et Sylvain Choquet, docteur Choquet, qui nous a animé ces 3 webinaires d'une manière magistrale. Merci aux participants d'avoir tenu, parce que ce n'est pas évident non plus de recevoir de l'information comme ça sur un écran. Et puis j'espère qu'on a pu répondre à tous les questionnements que vous aviez tous. Et puis, moi, je veux rappeler une chose, et ce qui a été dit déjà, si vous avez encore des questions, il faut absolument vous connecter vers votre équipe soignante, et c'est l'équipe soignante qui adaptera
votre traitement à votre condition. Surtout, n'arrêtez pas d'aller à l'hôpital, n'arrêtez pas d'être en contact avec votre équipe soignante. Voilà, en ce qui concerne le lymphome, je voulais juste rappeler une chose. Nous avons une ligne téléphonique qui est ouverte tous les jours. Donc, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Et nous sommes là pour vous écouter. Nous avons un forum aussi qui est disponible et les réseaux sociaux. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de revenir vers vous probablement lorsqu'on en saura plus sur la date et les modalités du déconfinement lorsqu'il arrivera. En attendant, je voulais juste vous dire, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, comme le disait Karen, faites-vous plaisir chaque jour. Voilà. Alors, Christian, Bernard, qui veut intervenir? Bernard. Écoutez, moi, je m'associe à tout ce que vient de dire Guy Bouguet. Je suis très heureux que cette initiative, on ait pu la porter à 3 associations. Je pense que c'est une première et ça veut dire que moi, ça m'encourage à porter avec vous d'autres actions. Merci bien sûr aux intervenants, mais merci aussi à vous tous parce que finalement, je dirais la réussite de ces webinaires, c'est vous qui l'avez porté, puisque je rappelle que j'ai comme dû traiter plus de 100 questions qui sont arrivées en amont de ces webconf, que ça a donné lieu à beaucoup de sujets, d'interrogations, et qu'on a vu très rapidement qu'il fallait aborder à la fois les aspects médicaux et tout l'impact de cette pandémie sur notre morale au quotidien. Voilà. J'espère que on vous a répondu avec ce qui était notre objectif, c'était de vous répondre de façon transparente et pédagogique. Et là, on peut que remercier donc tous les intervenants parce qu'ils ont vraiment fait preuve de beaucoup de pédagogie et aussi de transparence, puisque aucune de vos questions n'a été refusée. Voilà. Écoutez. Rendez-vous pour tous les malades du myélome sur le MOOC qui va bientôt démarrer à partir du 16 avril. Donc, sachez que la vingtaine des tuteurs est mobilisée et on a eu différentes réunions cette semaine pour préparer cette prochaine session du MOOC. Et puis, comme le disait Guy, prenez soin de vous, faites-vous du bien, profitez des journées ensoleillées, même si on ne peut pas trop bouger, qu'on a eu ces derniers jours. À très bientôt. Alors, le mot de la fin pour notre modérateur, Christian. Christian, c'est à toi. Eh bien, vous savez, quand le virus est arrivé et qu'on a vu fleurir des tas d'interprétations, de commentaires, d'affabulations, Guy et Bernard, on s'est retrouvés tous les 3 en se disant on ne peut pas laisser les choses comme ça, compte tenu de nos pathologies. Et on a eu vraiment on a ressenti le besoin d'expliquer de manière objective, rationnelle, avec des documents qui soient vraiment certains pour à la fois apporter une information, une pédagogie et un support émotionnels qui vous permettent de passer cette phase critique qu'est le covirus. Donc, je pense que nous avons quand même réussi à vous apporter toutes ces informations et grâce aux différents intervenants, le docteur Chouquet ici présent, qui nous a bien aidé, vraiment très bien, le docteur Macro pour cette séance-ci, mais aussi tous les autres intervenants qui ont permis de vous apporter et de nous apporter, parce que nous sommes dans le même bain, toutes ces informations qui nous seront utiles pour vivre malgré cette nouvelle affection qui peut nous atteindre. Voilà, je veux remercier également toute la logistique derrière, Hervé Barkatz et puis Emma, que vous ne voyez pas et qui sont contribués au succès de cette opération. Comme l'a dit Guy, effectivement, nous reposerons la question d'une nouvelle séance si jamais il y avait des faits nouveaux, dont notamment la sortie du confinement. Je rappelle également que sur le site de Silk, vous pouvez poser vos questions et accéder au forum où se débattent également un certain nombre de problèmes liés à cette question. Donc voilà, je suis à votre disposition et je pense qu'on peut applaudir tous les soignants
Merci à tous et à toutes. Et puis, bonne chance. Vivez, vivez, vivez bien. Bravo, merci. À bientôt.